importe l'âge que l'on a, on s'est tous déjà demandé qui suis-je, à quoi je sers et où je vais. Bienvenue à Yakongo, l'émission qui se pose des questions, mais des questions avec des invités de marque, avec la jeunesse, des hommes, mais aussi des femmes qui marquent notre société, qui nous inspirent et qui créent le débat. Je m'appelle Tissia Mukuna, toujours accompagnée de mon ami J'espère Labunda, mon ami journaliste. Bonjour. Bonjour Tissia Mukuna, bonjour aussi à nos invités. Je pense que vous allez bien sûr nous inspirer, mais aussi inspirer les invités qui sont dans la salle ici. Pour le deuxième volet de Yakongo, Mwana Yakongo, c'est tout de suite là. C'est un honneur, encore un plaisir de reprendre encore pour une seconde fois l'honorable Patrick Mouyaya pour ce second volet de Mwana Yakongo. Il va bien sûr intervenir sous les applaudissements de l'assistance. Bonjour. Merci beaucoup. Bonsoir honorable, heureuse de vous avoir de nouveau dans Yakongo. On va encore parler de la jeunesse. Le thème d'aujourd'hui c'est RDC, quel avenir pour quelle vision? Mais avant tout, est-ce qu'il y a possibilité de connaître nos invités, Tissia, très rapidement? Bien entendu. On va commencer par Allegra Foch Ngalula, entrepreneur, Das Business. Elle est aussi initiatrice d'un trophée d'excellence Strong Ladies et a une société de pain, Pain Allegra. Bonjour Allegra. Bonjour Tissia et merci pour l'invitation sur ce beau plateau. Merci. Merci beaucoup. On va continuer les présentations avec Pascal Canic. Alors, on ne présente plus Pascal Canic. C'est un entrepreneur qui sert de modèle à beaucoup de personnes. Il a créé School App. Il a été reçu par le président de la République. C'est aussi une seed star. Pascal Canic, bonjour. Bonjour. Honneur. Bonjour Tissia. Merci. Merci Pascal. On va continuer les présentations avec Sarah Bopima. Sarah, c'est la voix de toutes les femmes et surtout une voix digitale. Sarah a créé Go Ladies, qui parle des femmes. La prochaine couverture, c'est avec Denise, Maman Denise. Quand je dis Denise, tout le monde comprend qui c'est. Hein. Maman Denise. Bonjour Sarah. Bonjour à tous, je m'appelle Bopima Essangue Sarah, je suis congolaise, je suis passionnée de l'épanouissement de la femme et je suis donc la fondatrice de Go Ladies Magazine, qui est un média en ligne qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Merci Sarah. Et enfin, Jonathan Kalumba. Bonsoir Tissia. Je suis Jonathan Kalumba, activiste de la jeunesse, très engagé et entrepreneur dans l'immobilier, et aussi je fais mes entrées dans l'agroalimentaire. Donc j'aurai besoin de ton aide dans les jours qui viennent. Donc Pas voilà. Merci beaucoup. Si on peut l'applaudir, s'il vous plaît. La quinoise café, 100% quinoa, facile à préparer avec ses arômes riches et naturels. La quinoise vous apporte la joie et le bonheur tout au long de la journée. La quinoise, le meilleur café congolais, 100% bio. Allegra Foch, vous êtes initiatrice de Strong Lady, un trophée d'excellence. Vous inspirez beaucoup de jeunes et on voit de plus en plus de jeunes s'engager dans l'entrepreneuriat. Est-ce que le Congo de demain peut sûrement se construire avec des entrepreneurs? Le Congo de demain n'a pas d'autre choix que de s'appuyer sur les entrepreneurs. L'État a une charge qui est de créer plus d'emplois, de favoriser la création d'emplois, mais les Congolais ont aussi la leur, c'est de prendre le devant, de créer des solutions dans leur milieu pour pouvoir emmener le Congo là où il doit arriver et être à la taille vraiment à la taille du Congo que nous voulons dans le concert des nations. Merci Allegra. Alors quand on parle d'entrepreneurs, je pense directement aussi à Pascal. Pascal, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est les entrepreneurs qui vont permettre de résorber le chômage de demain? Quelle responsabilité ont les entrepreneurs? Merci beaucoup Tissia. Tout d'abord, je voudrais saluer l'honorable Patrick Mouyaya. Je le remercie de souvent être avec nous, entrepreneurs. Donc, merci honorable, parce que vous êtes souvent à nos côtés. Et donc, je m'avais maintenant parlé de la solution à l'emploi, par exemple, ou au chômage. Je pense que j'ai toujours défendu la thèse selon laquelle le problème du chômage au Congo n'est pas uniquement de la responsabilité de l'État.
c'est vrai, de la responsabilité de l'État, parce que dès le départ, les choses ont été mal faites. Ça veut dire que l'État a eu une politique qui favorise plus l'emploi ou la recherche du travail ou de l'emploi que la création de l'emploi. Ça veut dire que notre système éducatif a été conçu pour fabriquer des docteurs, des banquiers, des ingénieurs. Constitutionnaliste. Tous, en effet, qui sont orientés j'ai l'honneur. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Mais en même temps, la problématique du chômage est de la responsabilité de tous. Parce que nous tous, nous avons une responsabilité. C'est là où je parlerai directement de la vision. Ça veut dire, en tant qu'entrepreneur, tout part d'une vision. Alors, quand nous naissons, nous voyons notre entourage et nous sommes donc invités à dire qu'est-ce qui ne va pas. Et moi, quand je m'étais posé la question de qu'est-ce qui ne va pas avec le taux de chômage qui est à plus de 80%, je me suis dit qu'il fallait arrêter de maintenir cet emploi que j'avais pour essayer de créer les emplois. Et donc, j'ai quitté un emploi bien rémunéré pour aujourd'hui en créer 3 ans plus tard, plus de 30. Donc, je veux dire par là que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est la voie par excellence pour résoudre la problématique du chômage. Et je ne pense pas qu'il y a une autre solution à cela. Il n'y a pas d'autre solution pour résoudre le chômage que l'entrepreneuriat. C'est une vision. Alors c'est ça la vision de la RDC, c'est ça la vision de notre avenir, honorable. Merci de me donner la parole. D'abord, moi je veux aller dans la définition de ce que moi j'entends par entrepreneuriat. Entrepreneuriat, c'est simplement la capacité à apporter une solution à un problème. C'est dit de manière si simple et je veux vous donner un exemple. Malheureusement, ce n'est pas un exemple local. Zuckerberg à l'université avec des copains, il dit mais quand ils sont loin, je fais comment pour le contacter? Il crée Facebook, aujourd'hui c'est des milliards. C'est un peu le type. Et malheureusement, comme Pascal Canic l'a dit tout à l'heure, chez nous, c'est l'inverse. Nous nous bardons des diplômes, mais très souvent, ces diplômes, malheureusement dans les mêmes filières, ne nous permettent pas d'aller de manière pratique à des solutions pour nos populations. Conséquence, nous formons des chômeurs. Vous allez voir des tenanciers des bistrots ou des cabines du coin, et il dit « je suis licencié ». La dernière semaine, j'ai été abordé par un monsieur bien dans un bon français qui est licencié en SPA, mais qui est garde dans un hôtel de la place. Et donc, quand vous regardez ces choses-là, ça vous révolte, ça nous repose la question à nous qui sommes autorités politiques, quel est le modèle de la société que nous avons construit? Quel type de jeunes nous produisons? Pour quelle solution? Et donc, très vite, lorsque nous arrivons à ces constats, il faut tout à fait changer des paradigmes. Changer des paradigmes aujourd'hui suppose quoi? Revoir la qualité de notre formation, la nature de notre enseignement, regarder les secteurs, parce que nous avons une démographie galopante, regarder les secteurs qui peuvent employer le plus de main-d'œuvre. Très souvent, on parle de l'agriculture et des infrastructures. L'agriculture ici, pas vue au sens de l'ingénieur agronome qui en formait d'autres. L'agriculture ici vue par ceux qui peuvent aider à labourer, à planter. Infrastructure ici dit ceux qui peuvent aider dans le cantonnage et tout le reste parce qu'il faut employer. L'enjeu, c'est des millions de jeunes Congolais. Et donc, lorsque vous êtes un dirigeant politique devant un tel tableau, vous devez pallier au plus pressé parce que chaque jour qui passe, nous continuons à encaisser, à avoir encore un peu plus de chômeurs. Et donc, pour arriver à arrêter cela, il faut très vite avoir une stratégie. Alors, la stratégie, c'est laquelle? On s'est dit, au-delà de la formation, il y a un besoin qui se pose tout de suite, le financement. Mais dans un pays comme la République démocratique du Congo, on y reviendra un moment, on ne peut pas avoir un problème de financement si nous avons une vision. Parce que lorsqu'on a une vision, on sait trouver des repères. Nous avons des banques, nous avons des partenaires, nous avons surtout beaucoup de Congolais
qui ont de l'argent thésaurisé. Et donc, il y a moyen, dans le cas d'une stratégie globale bien adaptée, d'aller vers des solutions. Je vais terminer en disant, regardez l'exemple de Pascal Canic, et la dernière fois, nous avions Jean-Louis Mbaka, qui investissent dans le numérique. Les numériques, c'est les mines de temps modernes. Ah bah alors le numérique, Madame Sarah, c'est vous le numérique, le digital. Est-ce que c'est ça aussi l'avenir? Est-ce que la vision, c'est aussi plus de parité? Vous qui justement parlez souvent au nom des femmes. Bien sûr que le numérique, c'est l'avenir. On s'est tous rendu compte de cela pendant le confinement. On n'avait plus d'autre choix. Tout le monde était sur son téléphone. Tout le monde était sur Internet parce qu'on n'avait plus d'autres moyens pour faire des conférences ou des réunions ou se rencontrer. On n'avait que Internet. Et je pense qu'aujourd'hui, même dans notre pays, on se rend de plus en plus compte que le numérique, c'est très important. Mais surtout, j'ai des femmes qui, dans notre pays, normalement, les femmes ne se rendent pas trop compte de l'importance du numérique parce qu'on nous a toujours présenté ce domaine comme étant un domaine masculin. On nous a toujours montré des hommes qui évoluent plus dans le numérique et ça a quand même créé une fracture dans ce domaine et les femmes ne s'intéressaient pas vraiment à ce domaine. Mais avec le confinement, comme je viens de le dire tout à l'heure, les femmes s'intéressent de plus en plus, elles veulent en savoir un peu plus, elles veulent apprendre des métiers du numérique parce qu'en fait, le numérique, c'est l'avenir. Numérique, c'est l'avenir. Alors, je ne voudrais pas vous couper, c'est juste pour compléter ce qu'elle dit. Pendant le confinement, nous étions vraiment obligés de passer par le numérique. Les entrepreneurs qui devraient survivre et garder les emplois, nous avions dû, par exemple, nous qui faisons du pain, nous avions dû créer un form Google sur lequel les gens devraient remplir leurs informations, adresse, numéro de téléphone, etc., pour pouvoir être livrés du pain. Donc ça veut dire que oui, l'entrepreneuriat, le numérique et les décisions politiques devraient se conjuguer ensemble pour pouvoir répondre à cette question de la vision et de l'ambition, de la vision du pays et des actions qui doivent être menées pour pouvoir les atteindre. Par rapport à ceux qui est des femmes, par exemple. Lorsqu'on est en train de parler d'ambition du pays, de la vision, nous créons le trophée Strong Ladies en 2015 et nous créons l'entreprise en 2015 pour pouvoir répondre à certains besoins. Il fallait d'abord mettre en lumière les femmes pour pouvoir créer des exemples, disons le zèle qui fait pousser des ailes. Donc une femme qui peut créer un exemple pour d'autres femmes. Nous dire comment on fait pour que les femmes qu'il y a aujourd'hui puissent créer 50 000 emplois demain. Comment on se prépare pour former 50 000 personnes aujourd'hui, 50 000 femmes aujourd'hui qui vont être dans des chantiers, par exemple, de INGA 3, INGA 2, dans 5 ans ou dans 10 ans pour qu'il y ait cette équité-là et qu'il y ait plus d'emplois. Cette vision-là doit être préparée par certaines actions. Alors, lorsque vous parlez des femmes, des décisions politiques, je pense qu'on devrait lier tout ça ensemble. Les décisions politiques doivent se marier avec les visions et avec les actions de tous les entrepreneurs. Très bien, là je constate, j'observe Jonathan avec une attention soutenue, vous suivre, mais je constate un fait, c'est-à-dire que les écoles peuvent aussi contribuer à la formation, à la fabrication, allais-je dire, de cet avenir commun. Mais force est de constater que les écoles semblent être sélectives. Comment parvenir à avoir un système éducatif plus inclusif et équitable, à votre avis? Déjà, moi je parlerai en tant qu'activiste de la jeunesse. Allez-y. Nous avons un grand problème aujourd'hui en RDC. Toutes les bases ou toutes les structures censées éduquer la population de la République démocratique du Congo, nous constatons que toutes ces structures sont continuellement rendues inefficaces. Les écoles, les églises, même les universités et autres, nous constatons une inefficacité dans l'exercice de leurs prérogatives. Donc, la population congolaise aujourd'hui est beaucoup plus inapte à participer au développement du pays. Et nous, en tant qu'activistes de la jeunesse, nous nous donnons un défi, en tant qu'observateurs, de mettre une pression aux politiques pour harmoniser et nous mettre dans un environnement qui nous permettra de promouvoir toutes ces choses. Mais ce n'est pas que la politique. Je pense à Pascal Canic. Pascal a répondu aux problèmes liés justement à l'éducation en proposant School App
il n'est pas passé par la politique. Alors Pascal, peut-être une réaction par rapport à ça? Non, je dirais, est-ce que Justement, je voudrais ne minimise pas les efforts de Pascal Canic, c'est quand même quelque chose d'assez louable. Mais il faut constater quelque chose qui est très important. Est-ce que School Up aujourd'hui est favorisé par le gouvernement pour avoir un impact réel au niveau de la République? Oui, moi je ne voudrais pas déjà aller sur School Up parce qu'il est important que nous soyons vraiment dans le thème d'aujourd'hui. Il est important parce que je trouve que c'est très capital. Par rapport à ce que notre cher ami dit, je suis tout à fait d'accord. Mais moi je ne suis pas du tout d'accord du fait qu'on revienne toujours sur tout ce que nous connaissons comme problème. Que l'État ne marche pas, que l'éducation ne marche pas. Tout ne marche pas dans ce pays. Et moi je ne suis pas du tout d'accord qu'on passe le temps à rappeler ce qui ne marche pas. Il faudrait qu'aujourd'hui, on se pose des questions pour se dire, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, l'État a une vision? C'est quoi la vision de la République aujourd'hui? C'est quoi le futur de ces pays? Nous sommes abandonnés. Nous sommes perdus. Nous sommes paniqués. Parce que rien du tout n'est défini. On n'a aucune vision commune. Et même, personnellement, on ne sait même pas c'est quoi une vision. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on pose des fondements pour qu'on discute des problèmes sérieux. Parce que nous connaissons les mots du Congo. Justement, alors là, je vais revenir, s'il vous plaît, rapidement, pour dire une chose très capitale pour moi et pour tout le monde. Oui. Le fait que ces pays, aujourd'hui, n'a pas de vision. Il faut être clair, il n'y a pas de vision. Rien n'est programmé clairement pour tout le monde. Et je voudrais qu'en parlant de vision, on puisse se poser la question si depuis 60 ans, nous avons eu des visions. Moi, personnellement, j'étais un peu déçu. Le fait que j'ai compris une seule personnalité politique, mais après sa mort, Étienne Tshisekedi. Quand il dit état de droit, ça c'était une vision. Mais je crois qu'on n'avait pas compris. Parce que dans l'état de droit, quand il explique, en fait, il explique que quand la justice va se réveiller, quand on va commencer à punir les gens, quand on va commencer à sanctionner, les choses vont bouger. Et c'est là où j'ai dit qu'il y avait quand même une vision dans Étienne Tshisekedi. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on pose des questions qui nous demandent de savoir s'il y a une vision aujourd'hui au Parlement, dans le ministère, au sein de chacun de nous. Est-ce que nous avons chacun une vision ou un avenir sur lequel nous pouvons discuter? C'est un peu nous briser pour nous reconstruire de l'honorable, j'ai l'impression. Bien sûr. Ça veut dire que par nous briser pour nous reconstruire, ça veut dire tout simplement que vous avez pris conscience. Vous avez fait les diagnostics, vous avez regardé l'histoire, la part de l'histoire dans ce que nous sommes. Vous avez regardé tous les signaux, vous vous dites, nous briser pour nous reconstruire. Alors, lorsqu'on se brise pour commencer la reconstruction, on se trouve sa vocation. En fait, aujourd'hui, nous devons être en mesure de nous poser la question, quel pays nous voulons construire? Est-ce que nous voulons faire un pays minier? Moi, je pense que les mines, c'est trop tard. Pas trop. Les mines, c'est trop tard. Ouais, on oublie les mines pour la RDC. Il faut pas, on a trop compté sur les mines, on ne les oublie pas. Parce que regardez, les milliardaires d'aujourd'hui se fabriquent au bout d'une, 2, 3, 4, 5 ans. Ils n'attendent pas des productions massives, des investissements sur de dizaines d'années pour en arriver. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas y travailler. Je vous donne un autre exemple. Nous avons, nous, dans ce pays, le potentiel hydroélectrique d'alimenter tout le continent africain et même plus. Nous avons, nous, ce pays, le potentiel d'être la première destination touristique sur l'Afrique. J'en arrive. Ça veut dire que lorsque les politiques aujourd'hui ont défini le modèle, on s'est dit, qu'est-ce que nous sommes capables de faire avec le moyen du moment? Vous savez, tous les pays du monde ne se construisent pas avec leurs propres ressources. Les pays se construisent parce que, et même les entreprises, c'est pour ça qu'il existe des banques. Les pays se construisent parce qu'ils ont une capacité à mobiliser des financements, y compris internationaux. Mais pour y arriver, nous devons avoir un pays crédible. Par pays crédible, c'est que mon ami a appelé tout à l'heure état de droit. Ça veut dire un pays où les lois sont respectées, un pays où les tracasseries, on ne les rencontre pas dès qu'on arrive à l'aéroport, un pays où il y a un minimum de justice, où il y a, pour ne pas dire, une justice. Mais alors, il faut faire les lois, pour garantir la question, Madame Tissia, ce n'est pas de faire les lois. Parce qu'une chose est de faire des lois, une autre plus importante est d'être en mesure de veiller à l'application de ces lois. Et ce n'est pas toujours évident. Et donc, vous voyez que nous nous retrouvons
passez-moi l'expression, un peu comme au début du commencement. Alors- Et malheureusement, je termine par là, chaque fois que les politiques changent ou les régimes changent, on a l'impression de repartir à zéro, on a l'impression de tourner autour du pot. Je vois, J'espère que cette fois... Mais tout ceci, Oui, oui. tout ceci arrive parce que nous n'avons pas construit ensemble Une vision commune. On n'en a pas vision du tout. commune. On n'en a pas. Nous n'avons pas une photo du Congo Mais qui nous est-ce que arrange c'est possible? dans les 50 Moi, ou dans les 10 années qui viennent. Et je me Et demande. Oui. non seulement ça, nous n'avons même pas un cadre d'action qui nous permette d'atteindre cette vision-là. Monsieur Nous pouvons Jonathan venir. Kalumba, vous êtes d'accord J'aimerais avec ça? compléter ce que l'honorable Patrick a dit. C'est vrai qu'un pays ne s'y construit pas seulement avec ses propres ressources, mais la RDC aujourd'hui a bénéficié d'autant des ressources de l'extérieur. Mais pourquoi est-ce que nous sommes toujours en train de tourner en rond? Il y a un problème sérieux des gestions. ça- Et des ça- gestions Pascal a levé les yeux au Non, ciel, mais- Pascal a levé mais- les yeux au mais- ciel, mais- il n'est pas d'accord. Parce qu'on est rentré dans le débat politique. On n'est Non, on mais est tout non non tourne non autour de la politique. on n'est pas forcément La politique, c'est la gestion on n'est de pas la société. forcément on est plutôt dans un débat économique. Mon cher Jonathan, qu'on ne vous trompe pas. Développer la République démocratique, ces pays vaut 24 000 milliards. Pour ceux qui ont fait des géomatiques, si on évalue ce pays. Ces pays, vous ne les développez pas parce que dans les cas d'un contrat chinois, vous deviez recevoir 6 milliards, vous en recevez 3, encore qu'il faut vérifier si on l'a eu ou pas. 3 milliards, c'est pas ce qu'il faut pour le Congo. Au Congo, nous avons un besoin de construire 90 000 km de route pour relier les pays du nord au sud, est en ouest. Ça fait 90 milliards de dollars. C'est pour vous dire que, et tout ça, il faut l'inscrire dans le temps. Il ne faut pas penser que les développements du Congo, nous les verrons de notre vivant. Je suis désolé. C'est pourquoi je Nous, voudrais notre rejoindre génération, l'honorable. S'il vous plaît, l'honorable dit une chose, que nous devons en fait rester sur ça parce que aujourd'hui la question c'est de se poser où sommes-nous et où voulons-nous aller. Voilà. Le pays aujourd'hui n'a quelle est la aucune réponse? vision. Mais Le alors, pays qu'est-ce n'a qu'on pas de fait? vision. Alors, Alors, qu'est-ce qu'on Où allons-nous? Moi, ça serait- Moi, j'aimerais rebondir ça- en fait sur la question de vision. Allez-y. Parce que c'est le thème principal de ce panel. Exact. On est en train de parler de la vision qu'on veut avoir pour ce pays, mais comment penser à la vision de ce grand Congo pendant qu'un Congolais ne sait même pas ce qui sera en 2022? On n'a personnellement pas une vision pour notre vie. Parce qu'on On vit peut au pas- jour le jour. Oui, on ne peut pas penser à la vision d'un grand Congo tant qu'on n'a pas une vision de vie personnelle. C'est un problème, je suis désolée. Mais c'est Je le disais- serveur qui se Moi, mord je la pense- queue, alors on Non, fait mais- rien. non, mais franchement, déjà, si moi, on je n'a pas une pense- vision de vie je pense qu'il y a personnelle, moyen d'arrêter on n'a ce pas de vision, cercle vicieux. on n'a pas de vision, déjà, on n'a pas de vision personnelle. Comment bâtir une vision collective tant qu'on n'a pas une vision personnelle? On a tout le temps entendu parler des jeunes entrepreneurs qui se mettent ensemble après 2 ans. Ça éclate. Ah, c'est quoi les On n'est problèmes, à même votre pas avis capable de monter un projet ensemble. Non, mais il y a un problème. On a un sérieux problème de vision. Et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, eh ben, je vous dis, Et je comment suis il vraiment résout- désolée, mais Alors, on dans- ne pourra pas évoluer ensemble. Dans la gestion d'entreprise, excusez-moi, on peut se mettre ensemble donc du board de décision jusqu'au dernier classement de l'entreprise pour former ce qui est la vision de l'entreprise. Où est-ce que nous voulons être dans 5 ans? Ça, je pense que c'est la responsabilité des décideurs qui emmènent leurs projets pour nous dire, voilà, Mais c'est qui les décideurs? Qui décide? mais- C'est des lobbies. Non, non. Si c'est- C'est des propose politiques. un programme d'un parti. Non. C'est monsieur à gauche de moi plutôt qui propose un programme d'un parti. Est-ce qu'il dit Non, moi je ne voudrais pas que notre débat non. tourne Je- encore non, autour de la politique. Non, non, s'il vous plaît, je ne voudrais pas non, non, si vous... qu'on ressente les débats sur les politiques. Patrick Annick, s'il vous plaît. Mais c'est Pascal, s'il vous plaît. d'abord eux qui nous proposent un programme. Ce sont eux qui conduisent le pays. Ce sont eux qui nous montrent où nous voulons Mais aller. est-ce que c'est Ma- plus une ma- dépendance de toujours C'est la penser dépendance. que Non, non. C'est la dépendance. La dépendance. Madame C'est la dépendance justement. En tant qu'entrepreneur, moi j'ai les deux casquettes, politique et entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, nous devons faire notre part et c'est ce que nous faisons. En tant C'est quoi que... votre part en tant qu'entrepreneur alors? Pardon? C'est quoi votre part en tant En tant qu'entrepreneur? Créer qu'entrepreneur, des emplois, c'est que nous créons des emplois. faire des lobbies. Et exactement. Lorsque nous devons payer des taxes et qu'elles sont exorbitantes, nous devons voir les décideurs pour leur dire voilà, vous devez améliorer ceci pour que nous puissions avancer. Mais vous le faites ça, Mais créer nous- des lobbies? Pardon? Vous le faites, Strongledy, c'est un lobby du coup. Oui, bien sûr, c'est un lobby pour l'autonomisation économique des femmes. Et en tant que pain à l'égras, par exemple, on se dit, on travaille, mais qu'est-ce
qu'est-ce qu'on a comme problème? On a des problèmes d'électricité, on a des problèmes de taxes, on a des problèmes de ceci. On se met ensemble avec 2-3 autres entrepreneurs. On va aller parler à la DGI, on va parler à ceci pour qu'ils puissent revoir. Ça, c'est le côté de l'entrepreneur, la part de l'entrepreneur. Alors Pascal, Mais sur cette en partie tant- entrepreneur, juste sur la partie entrepreneur, vous êtes d'accord? Ensemble, on est plus fort. On n'arrive pas à travailler ensemble. C'est ça notre problème? Oui, Tissa, ensemble, on est plus fort, mais ensemble avec qui? Donc, mon problème, c'est qu'on reste toujours dans le... Ensemble avec qui et pour aller où? On reste Quelle dans un vision? système où on a tous des problèmes. Ça veut dire, je reviens sur les thèmes. Quelle vision pour quel avenir? Je voudrais vraiment que les gens sortant d'ici, nous ayons quand même une idée de ce qu'on a dit. Quelle vision pour quel avenir? Est-ce qu'on a d'abord un avenir aujourd'hui? Moi et toi, est-ce qu'on a un avenir ici? Est-ce qu'on peut devenir les millionnaires de demain? Enfin, on est entrepreneur. Non, moi je pense pas. S'il vous plaît, je crois que, excusez-moi de vous interrompre, Monsieur Jonathan, je crois qu'il y avait une part de ma réaction que je n'ai pas pu dire à Madame Allegra. Allez-y. A si bien pris la parole. Quand on parle de vision, Madame Tissia, ne nous perdons pas. Ne nous perdons pas. Qu'entendons-nous par vision? Je veux me répéter. Si vous pensez que les problèmes du Congo peuvent être résolus dans la durée d'un mandat ou de 2 mandats, vous vous trompez. Par vision, qu'est-ce que vous entendez? Parce que tous les hommes politiques qui parlent des visions. Est-ce que nous faisons attention à ce qu'ils disent? Est-ce que quand ils arrivent au pouvoir, eux-mêmes font un effort pour que vous compreniez où est-ce que nous voulons aller? Je crois que le Congo n'a pas un problème particulier de vision, parce que la vision, s'il faut la résumer, c'est le bien-être de la population. Mais le bien-être de la population, Madame Tissia, n'est pas une génération spontanée. Le bien-être, non mais regardez, 60 ans plus tard, nous avons fait que nous quereller. Nous avons fait que nous canarder, nous avons fait que reproduire les mêmes modèles que nous dénonçons, ça fait des années. Ce que nous avons produit, c'est l'homme politique qui considère le pouvoir comme un moyen d'aboutissement personnel. Tout ça, c'est la faute de nos partis politiques C'est aujourd'hui. un problème. Je pense que tout ça, c'est la faute des partis politiques aujourd'hui. Nous n'avons pas. Moi, je pense que le leadership, c'est le fait d'ancrer des idéologies nobles qui permettent aux gens d'avoir une vision pour quelque chose. Et aujourd'hui, on n'a pas de vision en RDC. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas des bons gestionnaires. Il en existe. On n'a pas des bonnes personnes qui font la bonne politique. Et l'école de la politique aujourd'hui, c'est quoi? L'école de la politique aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, nous parlons des partis politiques qui veulent former les politiciens. Aujourd'hui, nous, en tant qu'activistes, nous sommes en dehors de la politique. Mais nous nous sentons lésés pendant que nous voyons Vous allez jamais faire de politique? Je ferai la politique. D'ailleurs, je suis en train de militer pour ça. Vous êtes en plein dedans. Non, c'est faux. S'il vous plaît, Madame Tissia, soyons méthodiques, pardon. Soyons méthodiques pour que nous ne puissions pas nous perdre. Parce que très souvent, on se perd dans les diagnostics. Parlons de nos partis politiques. Je vais vous fais un rapide historique. Très rapidement, oui. Les partis politiques sont nés. C'est important de planter le décor parce que fort malheureusement, c'est de la responsabilité des politiques de construire la colonne vertébrale qui vous permettra à vous d'évoluer dans les autres domaines. J'en arrive s'il vous plaît. La société, le modèle de société que nous avons choisi, qu'on appelle démocratie, fonctionne sur cette base-là. Les partis politiques, pour les cas qui nous concernent, dans les années 60, il y avait des partis, d'abord, avant la colonisation, avant l'indépendance, on ne pouvait pas avoir de parti politique. Nous avions... Laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Vous comprendrez bien parce que c'est l'histoire. Nous n'avions pas des partis politiques. Nous avions des associations tribales. Avec l'indépendance, les associations tribales qui s'appelaient Abaco, Konakat, etc., sont devenues de partis politiques. Les partis politiques de l'époque avaient pour ambition de chasser l'homme blanc. Les partis politiques de l'époque n'avaient pas ambition de prendre les pays suivant une vision donnée. La vision, c'était faire partir l'homme blanc. Okay? Après l'indépendance, vous aviez des partis qui ont été créés. Moi, je suis du Palou, qui est parmi les premiers partis, qui a été créé dans les stricts objectifs, à l'époque, de chasser les maréchals, qui était l'incarnation, c'était une forme de néocolonialisme.
Il fallait le combattre à tout prix. Nous avons passé une très longue décennies avec un seul parti État. Moi, je suis né dedans. Oui, je ne sais pas si vous êtes né dedans. Je continue, s'il vous plaît. Vous allez bien comprendre. Et puis, nous avons eu la révolution du 17 mai. On a mis au calme tous les partis et puis nous avons eu le processus de Sun City. Alors, s'il vous plaît, je termine parce que ce que je vais dire est important et déterminant pour la suite du débat. Les partis politiques, le PALU et l'UDPS, qui sont des vieux partis, vous avez au-dessus des partis des personnalités comme Gizenga ou Tshisekedi qui ont été plus ou moins défiés. Ici, je dois dire que ce n'étaient pas des partis qui étaient démocrates. Parce que ici, le problème aussi, c'est qu'on veut faire une démocratie sans démocrate parce que dès par l'organisation de la structuration de nos partis, l'objectif n'avait jamais été d'arriver au pouvoir et de faire pour le bien-être du peuple. L'objectif de ces moments-là était de chasser les colonisateurs, de chasser les dictateurs. Et puis, s'il vous plaît, je termine, s'il vous plaît. C'est un journaliste. C'est un rappel historique qui est important pour vous permettre de comprendre comment nos partis sont structurés et voir si on peut se projeter avec ou pas et suivant quel modèle. Après, nous avons eu la guerre. On a eu le processus de Sun City. Le parti de ma sœur à droite, qu'elle n'a pas cité, que je ne cite pas non plus, est un parti qui est né, je suis désolé de l'expression, pour les besoins de la marmite. C'est des partis, autant ça vaut pour les RCD, ça vaut pour les MNC, ça veut dire que quand ces partis ont été créés, il y avait déjà le pouvoir qui s'est partagé et ils devaient les faire. Le militant du PPRD dès l'époque et les militants de l'UDPS n'avaient pas. Et puis vous avez des partis mallettes. Vous avez des partis... Non, on est entré dans la politique. Pardon, s'il vous plaît. Je termine en disant... Regardez, s'il vous plaît. C'est la politique. S'il vous plaît. Non. J'espère. Vous allez poser votre question. Je sais pourquoi j'insiste. J'insiste pourquoi, justement. Parce que beaucoup des jeunes qui sont ici ne se reconnaissent pas dans ces partis. Mais peut-être parce que la vision j'en arrive justement. La question, madame, la vision, je vous dis, nous sommes ici. Combien de gens ont déjà lu la vision du PPRD? Elle existe. La vision du PALU de madame, mais justement, il y a un problème de compréhension et de confiance. La vision pour un Congo la vision moi je vois comment l'avenir. C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on mette la politique entre parenthèses. D'abord. D'accord. Mettons entre parenthèses la politique. C'est impossible. C'est la première étape. C'est la première étape parce que nous avons fait 60 ans en train de parler de politique et rien n'a changé. Il faut qu'on mette entre parenthèses la politique. Je dis bien entre parenthèses. C'est important. Il faut qu'on les fasse. S'il vous plaît. Il est important qu'on parle aujourd'hui de ce que nous pensons de l'avenir. Parce que c'est nous qui subissons. 60 ans pour aucune vision. Des visions écrites dans des papiers pour les partis politiques, mais pas pour le peuple, pas pour la réalité. C'est de la comédie, comme l'honorable le dit souvent. De la comédie congolaise. Donc il faut qu'aujourd'hui, s'il vous plaît, il est important qu'on ne fasse pas la politique ici, mais qu'on parle de ces thèmes importants. Ça veut dire, aujourd'hui, pour moi, la vision d'un Congo, de notre avenir, c'est nous, jeunes ou vieux. Nous devons mettre d'abord la politique ou les politiques entre parenthèses. Ensuite, que chacun prenne ses responsabilités. C'est impossible. C'est impossible. J'aimerais entendre Sarah. On dit souvent que la politique, c'est le cadre, mais c'est le peuple qui fait le tableau. Bon, moi, sincèrement, je pense qu'on ne peut pas mettre la politique de côté. Parce que, voilà, ce sont eux qui nous dirigent. On ne peut pas les mettre de côté, en fait. On sera quoi sans eux? On ne les met pas de côté, on les met entre parenthèses. Non, on va les mettre entre parenthèses. On ne peut plus compter sur eux. On va les mettre entre parenthèses. Je n'en dis combien par mois. On a besoin d'eux. On a besoin d'eux, mais on ne peut pas compter sur eux. La plupart des jeunes qui sont dans cette salle visent 2023. Est-ce que je mens? Non. Oui, mais si on doit les mettre entre parenthèses, alors les jeunes ne font pas la politique. Merci Sarah. Il ne faut pas que les jeunes fassent la politique. Non. Dans ces pays, non. S'il vous plaît, il faut faire autre chose. Et faire la politique plus tard. Non, on ne va pas les mettre entre parenthèses. Sarah, ils ont leur place. Pascal, s'il vous plaît, c'est nous qui avons la police des débats. Je vais relancer Allegra Foch. Apparemment, vous ne vous sentez pas dans votre assiette lorsqu'on parle de votre parti politique. On ne parle pas de ça aujourd'hui.
On ne parle pas de ça aujourd'hui. J'aimerais bien avoir votre idée par rapport, s'il vous plaît, j'aimerais bien avoir une idée par rapport à la place de la jeunesse, n'est-ce pas, dans ces formations politiques-là. Parce qu'il y a aussi des jeunes qui sont porteurs de projets dans des partis politiques, mais fort malheureusement, ils sont et j'aimerais même rajouter à la question de j'espère, la jeunesse tout court, pas forcément dans la politique, la jeunesse, quel avenir, pour quelle vision? Tous ces jeunes, on va où? On marche au hasard? Alors, je vais vous donner l'exemple qui est autour de ce débat. Ça serait Pascal Canic. Il s'est battu avec aucun vieux pour arriver où il est. Il est arrivé avec Schoolap, il s'est imposé, il a gagné sa place. Donc, monsieur l'honorable député qui est à gauche de moi, Patrick Mouyaya, a fait la même chose. Il s'est battu avec des gens sûrement à Bandal pour gagner son siège, qui étaient plus âgés que lui, qui étaient moins âgés que lui, et il a gagné son siège. La politique, c'est d'abord le milieu par excellence de la concurrence. Donc, on ne vient pas là-bas. Oui, mais là, c'est la politique, on parle de vision, on ne parle pas de comment la réussir en place politique. de la jeunesse. La place de la jeunesse, c'est que n'importe quel acteur politique, qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, il doit se battre pour gagner sa place. Et c'est celle-là qui sera oui, mais c'est pas ça la sienne. vision. Un instant. C'est seulement cette place-là qui sera la sienne quand il l'aura gagnée. C'est ça la place du jeune en politique. Deuxièmement, le sujet d'aujourd'hui, c'est la vision du Congo. C'est pas la vision dans un parti. La vision du Congo, c'est la photo du Congo qu'on a pour les 5 prochaines années. Je donne un exemple. Les 10 prochaines années et les 20 prochaines années. Aujourd'hui, j'étais en train de dire tout à l'heure que chaque génération a son combat. Il y a une génération qui est venue pour chasser les Blancs. Une autre génération est arrivée pour chasser Mobutu. Une autre génération est arrivée pour reconstruire ou mettre un cadre politique, administratif et consort. Et aujourd'hui, nous devons nous mettre à la table pour se dire qu'est-ce que nous voulons du Congo de demain? Comment nous le voyons? Mais alors c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on veut la vision du Congo moi j'ai, c'est un Congo ambitieux, un Congo travailleur où le labeur est où nous faisons le culte du labeur, le culte de l'excellence, le culte du travail. Où la politique n'est pas la référence. Moi, je pense que... Un instant, c'est ça le rôle du politique. On est complètement... C'est ça que le politique doit vendre à son électorat. Mais si on donne toute la responsabilité du politique, les citoyens... C'est lui qui gère la... Un instant, c'est lui qui gère... Aucune responsabilité des Les citoyens. politiques sont des stars au Congo. Pourquoi? C'est lui qui gère... Pourquoi les politiques sont des stars? Pourquoi? C'est pas normal du tout. Il faut qu'on arrête cette vie-là. Les politiques, Madame ne peuvent pas être des stars, c'est pas possible. Il n'y a pas une bonne Tout c'est politique. Non. Je vais vous donner des exemples pratiques. Ils bâtissent pas les pays, les politiques. On ne dit pas que la politique va travailler à la place, les politiques vont travailler à la place des entrepreneurs, mais ils vont poser le cadre comme vous avez dit. Pour les accompagner, bien entendu. Mais les politiques, ce sont des gestionnaires. Mais les politiques, ce sont des gestionnaires. Et aujourd'hui, on a un problème des gestionnaires en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, si on n'a pas une vision pour ce pays, c'est parce qu'on n'a pas des bons animateurs politiques. Aujourd'hui, si on a un problème de politique, c'est parce qu'il y a des partis politiques qui ont une vision étriquée des choses. Et ce qu'ils écrivent sur papier n'est pas réellement effectif. Et c'est ce que nous sommes en train de constater. Et c'est un problème. Je crois très bien, Allegra, je pense que nous devons rester dans le débat, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la République démocratique du Congo fait partie des pays qui ont signé l'accord de la zone de libre-échange économique, n'est-ce pas? Cette forme d'intégration économique. Mais force est de constater que la RDC dispose d'une économie extravertie, honorable. Vous êtes de la représentation nationale. À votre niveau, pensez-vous que le jeune, parce que nous parlons de la vision, quelle est cette jeunesse qui peut aussi bénéficier de cette forme d'intégration économique? Alors, s'il vous plaît, permettez que je place un mot sur tout en restant dans le sujet. Oui, s'il vous plaît, je veux répondre à votre question parce que c'est dangereux de penser que vous pouvez mettre les politiques des côtés et penser que vous pouvez être en mesure de construire. Parce que ne faisons attention, nous faisons les débats de l'homme congolais au-delà de tout. Mais parce si que, bon, maintenant, ceci dit, je veux répondre à votre question sur la SLECAF. Très bien. La SLECAF, il y a un objectif. On a créé en 1963 l'Union africaine. On s'est dit, pour être fort, on doit être ensemble. Quelqu'un l'a dit ici. On s'est dit, il y a des grosses machines aujourd'hui, la Chine, les États-Unis, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Les États-Unis, c'est 50 pays différents. On a. Et puis l'Europe qui s'est réunie, l'Union européenne, on dit, nous, on fait l'Union africaine. Et dans l'Union africaine, on se donne des objectifs. On dit, il faut que l'Afrique devienne le premier marché du monde. Je veux rajouter une question à votre réponse. La ZLECAF,
c'est une vision qu'il faut avoir pour l'avenir du pays, parce qu'on libéralise le marché. La vision et pourtant, sans vision, Madame, ça fait depuis 9 ans, alors vous allez s'il vous plaît, sur la table pour des besoins et pour autant, ça fait 9 ans que nous n'avons aucune vision de protectionnisme. Madame, s'il vous plaît, non. Pour des besoins de clarté, pour des besoins de clarté de débat, permettez-moi d'être un peu plus méthodique et je vous permettrai aussi, s'il vous plaît, de respirer pour nous permettre d'avancer et que le genre soit éclairé. Alors, s'il vous plaît, en interne, on a une vision, ok ? S'il vous plaît, les peuples ne les ressentent pas. Mais vous le dites, votre vision ? Laissez-moi vous répondre. C'est quoi la vision, Laissez-moi vous répondre. Il n'y a pas ici des visions. Il faut dissocier ce qui peut être souhait personnel et ce qui est vision. Pour les cas qui nous concernent, c'est lui qui porte la vision du pays actuellement. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a été élu par le peuple pour faire ce travail. J'en arrive. Madame, pardon, laissez-moi évoluer. Laissez-moi évoluer et je répondrai à votre question. En interne, on a une vision. Je vous ai donné, on dit les peuples d'abord, on dit, moi je parle du bien-être. Le bien-être des Congolais. La question, c'est comment on arrive à ce bien-être. En interne, quelles sont les priorités que nous avons, quels sont les moyens que nous avons. Mais le Congo n'est pas une entité à part. Le Congo est une entité qui évolue dans un continent qui a une vision, qui se dit, voilà, nous, on va briser les barrières. On va briser les barrières en créant la ZLECAf pour permettre d'avoir la zone d'échange la plus grande du monde parce que nous avons 1 milliard d'habitants. Laissez-moi maintenant vous répondre. Parce que la République démocratique du Congo, qui a ratifié récemment l'accord portant création de la ZLECAf après avoir été État partie, l'objectif c'est de nous dire, nous sommes au centre de l'Afrique. Il n'y a aucun pays en Afrique qui a 9 pays limitrophes comme la nôtre. Nous avons une ouverture sur l'océan. Nous sommes le point de relais entre le Nord. Laissez-moi vous répondre, madame. Je vous ai donné la position du Congo. On casse les barrières. On casse les barrières pour permettre à Pascal Kanik ou pour permettre à la Kidoise d'être vendue à Kigali. Pour permettre à la Kidoise... Sans loi de protectionnisme. Honorable, non, madame, est-ce que vous avez lu la loi? Lorsque nous n'avons pas encore une production locale... Est-ce que vous avez lu, s'il vous plaît, est-ce que vous avez lu la loi? Est-ce que la RDC a une bonne production pour soutenir d'abord son économie? À quel moment les ZLECAf entrent en application? Comment vous pouvez favoriser la ZLECAf pendant que nous avons des entrepreneurs? Est-ce que vous avez lu la loi sur la ZLECAf, Jonathan? Vous avez lu la loi? Est-ce que vous avez lu la loi? Si nous voulons faire un débat intelligent, excusez-moi de l'expression, il faut qu'on discute en ayant les mêmes niveaux d'information. La ZLECAf, Madame Tissia, n'entre pas en application en 2021. C'est dans 10 ans, c'est dans 13 ans, et il y a des produits qui sont listés qui ne peuvent pas faire l'objet de l'importance. Alors informez-vous. On le sait, mais ça fait 9 ans que cette loi est là. Vous ne le savez. Madame, regardez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un problème d'existence, s'il vous plaît. Il n'y a pas une question de vision. Il y a une question de l'efficacité. J'ai posé la question dans les débats précédents. Est-ce qu'il existe un État au Congo? Oui, est-ce qu'il existe un État au Congo? Il existe un État. Et je voudrais quand même, avant de continuer, essayer d'expliciter mes propos. Quand je dis qu'il faut mettre la politique entre parenthèses, parce que j'estime qu'on ne doit pas attendre des politiques quelque chose pour commencer quelque chose. C'est important de les comprendre. Moi, j'insiste qu'aujourd'hui, les jeunes ou les vieux doivent chacun avoir une vision personnelle et commencer quelque chose pour changer ces pays, sans attendre la politique. Je réalise très rapidement que même dans la salle, il y a aussi de ceux qui veulent bien intervenir pour très rapidement. Que Jonathan finisse, Sarah, que Sarah puisse dire un dernier mot, et puis on passe aux questions du public, parce que je sens des mains qui sont déjà levées. Donc le problème de la RDC est un problème profond. Je suis contre cette conception de mettre les politiques entre parenthèses. Mais je ne favorise pas aussi la position de l'honorable qui promouvoit cette conception qui soutient la conception des politiques d'aujourd'hui. Non.
Sur de quoi vous parlez? Parce que lui, il parle de l'entrepreneuriat. Il n'a pas attendu la politique pour apporter une solution au problème. Si c'était le cas, vous auriez soutenu ma position. Si c'était le cas, vous auriez soutenu ma position quand je disais que nous avons un problème. Allegra, vous aurez la parole, s'il vous plaît. Nous avons de structures aujourd'hui qui sont censées former les animateurs politiques. Ce sont des partis politiques. Mais est-ce que ces partis politiques font réellement leur travail? Est-ce que ces partis politiques forment aujourd'hui réellement les personnes qui sont censées gérer ce pays? Nous le voyons avec la jeunesse aujourd'hui. Qu'est-ce que la jeunesse vit dans les partis politiques? Ou quels sont leurs impacts réels dans les partis politiques? Avez-vous déjà adhéré dans un parti? Avez-vous déjà adhéré dans un parti? Honorable, j'ai été membre d'un parti. J'ai été membre d'un parti une fois. Non, honorable, j'ai été membre d'un parti en 2018 et j'ai vu que ça allait à l'encontre de ma vision, de ma perception des choses. Il faut le dire. Les jeunes aujourd'hui dans les partis politiques sont instrumentalisés. Il y a un problème aujourd'hui. Nous sommes utilisés uniquement quand il faut drainer les foules, quand il faut aller soutenir les gens dans les stades. Moi, je suis contre cette conception. Il faut des réformes profondes au sein des partis politiques pour avoir des meilleurs animateurs. Mais pour faire les réformes de partis, tout à l'heure, Madame Tissia, j'ai expliqué l'historique de nos partis. Vous ne m'avez pas laissé terminer. Pour faire les réformes de partis, il faut les briser, les reconstruire comme je l'ai dit. Comment les briser, les reconstruire? Non, mais justement, laissez-moi répondre. Je vous en prie. S'il vous plaît, laissons aussi le public intervenir. C'est un débat qui demande pas mal de choses. Brice Bessana, je suis analyste politique. Toute question de la société trouve de réponse rien qu'en politique. Et donc, nous devons d'abord commencer à être exigeants envers nous-mêmes, envers les acteurs que nous choisissons pour adhérer, pour occuper les fonctions politiques. Tant que nous ne sommes pas assez conscients sur nos choix, chers frères, chères sœurs, merci. Peu importe là où même parleront toujours de... Merci beaucoup. Merci. S'il vous plaît. Bravo. Nous allons prendre la toute dernière question. Mais il y a quand même, il m'a dit quelque chose d'important. Je pense que je peux quand même dire un mot, s'il vous plaît. Parce qu'il a parlé de moi. Je pense que c'est une mentalité que moi, personnellement, je n'accepte pas. C'est que moi, je m'occupe de ce que moi, je peux changer d'abord. Ensuite, je peux regarder les politiques. Je ne dis pas, oublions la politique. J'ai dit, mettons entre parenthèses. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que moi je peux faire? Je le fais. Je n'attends pas les politiques. C'est ça ma façon de voir la vie. Je ne donne pas la responsabilité de ma vie et de tout le pays entre les mains des politiques. Allez, non. Peut-être que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que venez de dire. Par rapport au volet de la vision, okay. Par rapport à la vision, il y a deux volets. Le volet personnel et le volet national. Du point de vue du volet national, c'est que les politiques ont tout à fait la responsabilité de conduire le pays quelque part, d'avoir une ambition pour le pays et de se dire que dans 5-10 ans, nous voulons faire du Congo, par exemple, le pays le plus qui regorge le plus d'ingénieurs possible, qui a les plus grosses usines de transformation de cobalt. Mais ça, on ne peut pas le penser déjà de nous-mêmes, Sarah. Un instant, je termine mon idée, s'il vous plaît. Et donc, une grande ambition d'avoir des plus grosses entreprises et que, par exemple, dire Tesla devrait s'installer en RDC parce que son cobalt et consort est pris ici. Ça peut être une ambition nationale. Mais une ambition personnelle, en tant que personne, en tant qu'individu, nous avons un rôle à jouer dans notre société. Donc chacun de nous, en se levant le matin, doit se dire où est-ce que je vais, où est-ce que je serai dans 5 ans, où est-ce que je serai dans 4 ans. Par exemple, vous êtes en 6e, vous ne savez pas ce que vous allez faire à l'université. Vous devez penser à ce que vous devez devenir dans la société. Mais dans une société qui vit au jour le jour, est-ce qu'on peut se projeter dans ça? Vous allez changer votre mode de vie quand vous avez une vision, vous ne vivez plus le jour au jour, vous avez un cadre d'action. L'économie nous pousse à vivre autour du jour. Non, vous avez un cadre d'action. Ça, c'est votre niveau personnel. L'État a sa responsabilité. Personnellement, vous avez votre cadre d'action qui vous accompagne à là où vous voulez arriver demain ou dans 10 ans ou dans 5 ans. J'aimerais bien je suis d'accord avec ce que Allegra vient de dire. C'est personnellement ce que j'ai eu à faire dans ma vie. Mais moi, je vais ce soir me mettre dans la peau d'un jeune lambda. Un jeune qui vit en Gaba, un jeune qui vit en Passa. Il a déjà pour manger, c'est compliqué, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. À quel moment ce jeune va s'asseoir pour penser à avoir une vision de vie? Et c'est à ce moment... Non, justement, non, moi je me mets à la place de ce jeune-là. C'est justement à ce moment qu'intervient le politique pour créer les conditions favorables pour que ce jeune
puissent avoir une vision. Avoir une vision, écoutez, avoir une vision de vie, on n'a pas en un claquement de... Tu dois te connaître. Il y a des jeunes tu dois te connaître pour bâtir... plus loin que les jeunes non, tu dois te connaître pour avoir une vision de vie. Tu dois te bâtir pour avoir une vision de vie. Ça dépend du milieu de vie. Non, non, non. Tu as un rôle important. Non. Ça dépend... Non, ça dépend aussi du milieu de vie. Nous avons un Si ça n'a pas été le cas pour toi ou pour moi, mais il y a des jeunes pour qui il faut un milieu propice pour qu'il ait un cadre pour pouvoir réfléchir. Il y a des personnes qui ne sont pas capables de réfléchir quand ils n'ont rien mangé. Très bien, Sarah, je ne sais pas être capable de réfléchir quand j'ai pas de courant chez moi. Merci bien. Quand ma route pour me rendre chez moi, c'est compliqué. Non, s'il vous plaît. Je pense que tout le monde aura son dernier mot par rapport à ces deuxièmes volets. Nous allons prendre la dernière question, la toute dernière question, et puis juste après, nous allons donner la parole à chacun pour conclure. Très rapidement, cher ami. Quand on parle, par exemple, de la citation de Kennedy, il parle pratiquement de l'administration. C'est-à-dire qu'on doit beaucoup plus renforcer l'administration plutôt que les politiques qui viennent avec mandat. Parce que, comme l'honorable l'a dit, c'est impensable de croire que la RDC va se développer avec un mandat ou des mandats d'un président. Il faudrait plutôt armer notre administration de sorte que quand quelqu'un veut créer une entreprise, elle n'a pas besoin d'aller voir un président de la République, elle n'a pas besoin d'aller voir un ministre. C'est une administration comme ça se fait en France, on peut le voir. Quelqu'un qui crée une entreprise qui vaut des millions, qui n'a jamais vu Macron. Il est allé juste à l'administration, il a fait ses papiers et puis il a une très grande entreprise. Moi, je pense que la force et l'âme même de l'État, c'est l'administration. Parce que quand on parle des composants de l'État, on parle du pouvoir public. Quand on parle du pouvoir public, on ne parle pas du président de la République ni d'un ministre. On parle du pouvoir public en tant qu'administration. Je m'attarde un tout petit peu sur ce que M. Kaniki a dit. Je pense qu'à ce point, on doit parler en tant que Congolais. Les bien-être du Congolais aujourd'hui, c'est que tout le monde se retrouve. Moi, je ne peux pas parler en tant que CEO, je me dis, voilà, j'ai ma classe à moi, j'ai mon coin à moi, mais je parlerai beaucoup plus pour toutes ces personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à survenir à leurs besoins, même avec un 2000 francs congolais. Alors aujourd'hui, c'est complètement inadmissible que nous tenions des débats où on parle presque politique quand les changements doivent être individuels. Je pense qu'il est important que chacune des personnes prenne la résolution de changer chez soi d'abord. Parce que les changements, quand ils commencent chez soi, ça devient progressif et demain, ça devient collectif. Parce qu'aujourd'hui, on parle bien du Congo. On va pointer du doigt Joseph Kabila qui n'a rien foutu. Demain, on va pointer du doigt Félix Antoine Tshisekedi, qui n'aura peut-être rien foutu pour certains. Mais qu'est-ce que nous-mêmes, en tant que Congolais, aujourd'hui, décidons d'apporter sur la table comme changement? Vous n'attendrez pas à ce que Félix Tshisekedi quitte chez lui, venir balayer vos rues. Vous n'attendrez pas à ce que le changement, c'est maintenant. En tout cas, vous n'attendrez vraiment pas ça. On attendra vraiment longtemps à ce que Fachi le fasse pour nous. Moi, je pense qu'il est important que chacun de Congolais se réveille pour commencer, oui, justement, la prise de conscience se réveille pour commencer à changer chez soi d'abord. Donc ça doit être individuel. Exactement. Et les décisions doivent être individuelles. Très bien. Allegra, il y avait une réaction là. Exactement. Voilà. Moi, ce que j'allais dire par rapport à ce qu'elle vient de donner comme idée, c'est que ça revient à ma conclusion, c'est de dire qu'il y a des actions que nous devons poser à côté de notre vision personnelle. Il y a des actions que l'État doit poser à côté de sa vision à lui, en tant qu'État, en tant que régulateur, en tant que législateur, exécutif et tout. Mais nous aussi, chaque jour quand nous nous levons, que l'on soit un Ngaba, je voulais rebondir aussi sur ce qu'elle a dit, peut-être que nous sommes les acteurs qui peuvent impulser ce changement-là dans la manière de voir les choses, même quand on n'a pas mangé. Des fois, c'est dans la galère qu'on a des meilleures idées. Ah, donc, Pascal l'avait dit, une vision d'abord personnelle. Exactement. Avant de se lancer dans une vision collective. Lorsque vous êtes dans la difficulté, il y a des idées qui naissent, il y a des choses, il y a des personnes qui peuvent vous motiver. Ça arrive, vous êtes un peu fatigué, vous avez connu plusieurs échecs. Vous entendez quelqu'un parler à la radio ou vous suivez de tout hasard cette émission et du coup vous avez une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir votre vie. Si vous êtes un jeune, un Ngaba qui n'a pas de travail et qu'en écoutant ceci, vous vous prenez en main le lendemain, vous vous dites, moi je peux quand même collecter toutes les poubelles de ma rue et faire payer 100 francs, 200 francs à chaque ménage, je pense que cette personne-là change de vision et veut aller quelque part pour ne plus avoir faim comme elle avait fait. Pascal a envie de rebondir sur ça. Je voudrais, merci beaucoup, merci à madame qui a ajouté aussi. Je voudrais justement revenir sur mes propos.
Aujourd'hui, je ne voudrais pas que nous tous on regarde l'honorable Mouyaya comme étant la raison de tous les maux que nous avons. C'est ça ma pensée. Il faut que chacun se dise que moi, je suis un problème. Ces pays, chacun de nous a une responsabilité. Et donc, moi, je ne vais pas d'abord dire c'est l'État, c'est les politiques. Non. Moi-même là, quel est mon problème? Quelle est ma part de responsabilité? On ne peut pas sortir de cette réunion pour dire qu'en fait, on est allé là-bas pour dire que nous devons attendre l'État. Non, on doit sortir d'ici pour dire chacun doit s'élever pour travailler. Chacun doit prendre ses responsabilités. Chacun doit commencer quelque chose. C'est ça le message qu'on doit lancer. Il faut qu'on fasse attention. On ne doit pas tomber dans la léthargie. Vous allez jusqu'à l'UNIKIN, faire 7 ans pour sortir et demander que la politique te change la vie. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux quand même. Soyons sérieux. Jonathan avait une réaction et je vois aussi l'honorable. Je veux réagir par rapport au frère Pascal Canic parce qu'il y a un problème. Hein. Aujourd'hui, nous parlons comme si tout le monde était instruit en République démocratique du Congo. Ce sera ton dernier mot. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Et moi, je parle à la place de personnes qui ne sont pas instruites, qui ne sont pas allées à l'école, qui n'ont pas fréquenté l'université pour avoir une... Bon, certes, ils ont une vision, mais qui ne sont pas dans un environnement qui leur permet de promouvoir cette vision. Aujourd'hui, on parle, je donnerai un exemple assez... on parle de la responsabilité personnelle. Je donnerai un exemple assez terre à terre pour démontrer la responsabilité de l'État. Aujourd'hui, madame a parlé de balayer les rues, certes. Je m'introduis dans un supermarché pour aller au travail, je m'achète une bouteille d'eau. En allant, je me promène, je finis ma bouteille d'eau et je dois chercher où jeter cette bouteille d'eau pendant qu'il n'y a même pas des poubelles qui a été installées par l'État. Comment je fais? J'ai la bonne volonté de vouloir assainir mon environnement. Mais l'État n'a pas prévu des mesures qui me permettent d'assainir cet environnement. Donc c'est l'organisation. Donc les responsabilités sont partagées. Je dis ceci, les responsabilités sont partagées. Vous rejetez toujours la responsabilité de votre vie à l'État. C'est pas normal. Non. C'est pour ça qu'on parle d'entrepreneurs. Les entrepreneurs sont là pour créer. En fait, si l'État ne met pas des poubelles, l'entrepreneur crée des poubelles. Jonathan, s'il te plaît. Oui, Pascal. Juste un exemple. Juste un exemple. L'honorable Mouyaya aujourd'hui a porté... C'est aussi votre mot de conclusion. Oui, bon. L'honorable Mouyaya a porté une loi sur les startups. Cette loi, il appuie la loi, mais les startups ont existé avant que cette loi puisse naître. Ça veut dire quoi? Il est important que dans de telles rencontres où nous voulons inculquer une nouvelle vision à la jeunesse, que la jeunesse puisse comprendre qu'elle a la responsabilité d'abord totale de sa vie. Il faut absolument qu'on reste dans un paradigme où on dit, même si les politiques ne font rien, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est ça ma façon de voir la vie. C'est ça ma façon de voir les choses. Nous pouvons, nous, ici, créer 10 000 emplois. 10 entrepreneurs, 10 000 emplois. Sans que la politique ne bouge. C'est possible. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas poser des barrières pour dire, la politique, oui, tout le monde n'a pas fait l'université. Mais les milliers qui sont allés à l'université doivent travailler, doivent penser, doivent prendre des actions pour créer les emplois pour ceux qui ne sont pas partis à l'université. Donc c'est ça ma façon de voir la vie. Mais je ne dis pas que les politiques doivent rester pour rien faire. Non, je dis juste que ne donnez pas toute la responsabilité de notre vie entre les mains des politiques. Non, ce n'est pas une bonne façon de voir la vie. Sarah Bopi m'a semblé être d'accord avec vous. J'aimerais conclure sur 2 points. Allez-y. J'aimerais aller sur l'éducation. On a tout au début parlé du numérique. Nous savons tous que le numérique, c'est l'avenir. Et je salue Pascal Canic parce qu'en fait, je pense qu'il a une vision. Parce que je pense que tu savais qu'on allait avoir la pandémie Covid-19 pour créer la tablette School Up. Et si on avait une vision pour l'éducation du pays, on allait normalement promouvoir cette tablette. Normalement, toutes les écoles sur toute l'étendue de la République devaient avoir cette tablette. Si c'était le cas, on n'allait pas entendre parler de Senga Ingrid. Sincèrement. Allegra, votre dernier mot? Et donc, pour conclure, je dirais ceci. Nous avons besoin d'action à côté de la vision et de la détermination pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous fixions, pour pouvoir atteindre le rêve que nous avons. Parce que je vais utiliser l'expression la plus courante de ces temps-ci. Une vision sans action, Ezaka Kakota la film. Donc on devrait, oui,
Oui, on devrait quand même, chaque fois qu'on a une vision, qu'on veut aller quelque part, le plus important, c'est le cadre des actions que nous allons poser pour ne pas être en train de regarder la télé dans notre tête. Merci bien. Merci. Jonathan, votre dernier mot. Moi, je dirais ceci. Tout ce que j'ai dit, ce n'est pas un acharnement pour donner le 100% des responsabilités aux politiques. C'est une manière de montrer que nous devons être beaucoup plus exigeants à ces politiques parce qu'ils sont censés prévoir et mettre des garde-fous qui nous permettront de développer et d'évoluer. Merci bien, honorable. Si aujourd'hui le secteur privé s'engage et qu'en face, les politiques ou encore il y a manifestation de la volonté de la politique, les conditions étant réunies, pensez-vous que l'avenir de la République démocratique du Congo sera bien garanti? Enfin, je peux reprendre la parole. Allez-y. Merci. Je crois qu'on s'est un peu perdu parce que fort malheureusement, la politique est revenue au centre et c'est tout ce qui nous divise. Aujourd'hui, moi je suis optimiste justement parce qu'il existe des gens comme Tissia Mukuna ou comme Pascal Kanik ou comme Allegra qui, malgré le contexte de pas d'eau, de pas de courant, trouvent des solutions à nos problèmes. Ce n'est que de cette manière qu'on va avancer. Vous parlez du secteur privé. Mais est-ce que vous savez que partout au monde, que c'est ceux qui ont l'argent qui décident de qui sont au pouvoir politique? Vous le savez très bien, parce que la société aujourd'hui, c'est une société capitaliste. Et donc, si vous ne regardez pas le lien qui peut exister entre l'entrepreneuriat et la politique de cette manière, entre autres, vous êtes perdu. Je veux vous donner un exemple. Moi, je suis député. Combien ont contribué à mon élection? Ailleurs, le congressman américain, ils font de campagne à 20, 30, 50 millions de dollars. Ce n'est pas eux qui payent, entre guillemets. Parce qu'entre-temps, il y a des machines, des lobbies qui existent parce que les entrepreneurs comprennent la nécessité d'avoir des politiques parce que les politiques feront des lois qui sont en leur faveur et on verra comment le pays avance. Aujourd'hui, je vais terminer par là parce que il ne faut pas que les jeunes s'y troublent ou s'y perdent. On parlait des visions. Il y a d'abord ce que moi j'appelle vocation. La vision individuelle, c'est un peu ça. Je sers à quoi? Répondre à la question à quoi tu sers et y trouver des solutions n'a rien à voir avec la politique. C'est une question personnelle. Et que par la suite, il y a une question politique qui est... Il faut qu'on sorte du paternalisme en pensant que nos solutions ne peuvent venir que d'eux et pas de nous. Et lorsque eux ne trouvent pas des solutions pour nous, on les blâme. En oubliant, Madame Tissia, que l'État est une construction commune. C'est vous, c'est moi. Ceux qui viennent d'Europe savent, par exemple, que la santé coûte cher et que si vous n'avez pas une mutuelle, vous ne pouvez pas avoir droit à des soins médicaux. Mais cette santé-là arrive parce qu'il y a des caisses, vous cotisez, l'État est assez puissant pour prendre les surplus. Les métros, c'est les moyens de transport, un des qui coûtent les plus chers au monde en fabrication, mais qui coûtent les moins chers. Parce qu'on subventionne les transports, parce que vous êtes des citoyens qui cotisez. Alors, aujourd'hui, moi, je veux bien qu'on blâme les politiques, mais situons notre responsabilité individuelle. Et donc, pour terminer, parce qu'il ne faudrait pas susciter d'autres questions, il faut nous regarder dans les 3 dimensions. Très rapidement. Les dimensions qui forment l'homme. J'ai parlé de la famille. J'ai parlé de l'école. J'ai parlé de l'Église. Tant que ces 3 facteurs seront dans la crise dans laquelle nous sommes, nous n'aurons qu'une société en crise. Parce que la vérité, Madame Tissia, la crise d'aujourd'hui, ce n'est pas la crise des politiques ou des partis politiques. C'est la crise de l'homme. C'est la crise de l'homme politique congolais, où qu'il soit. Quand il arrive au pouvoir, il reproduit un comportement X, Y, Z. J'espère que mon ami, s'il aura un parcours comme le mien, ou mon ami Jonathan, j'espère que le jour où vous aurez accès à des responsabilités politiques, vous serez en mesure de rester différent. Moi, j'ai fait les sacrifices, je ne dirais pas, mais ça fait 10 ans que j'essaie d'être différent et de rester sur les débats essentiels quant à la manière d'apporter ma contribution pour avoir un pays qui avance. Alors, l'avancement du pays, ce n'est pas forcément qu'on a tout le courant de l'eau de matin, mais l'avancement du pays, c'est d'être sûr qu'on est sur une dynamique positive. Et je pense que, politiquement parlant, nous sommes
dans une dynamique que je considère positive et j'espère que les jeunes seront vigilants pour que ce que nous avons pu obtenir se consolide en action vers les résultats. Alors, par résultat, je veux dire ici qu'en 2 ans, qu'on améliorera la collaboration avec le secteur privé, qu'on améliorera la communication avec les jeunes étudiants et que nous, politiques, parce que c'est notre travail, nous serons en mesure de vous vendre l'espoir que le Congo sera le pays le plus fort d'Afrique. Merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin. Alors merci de nous avoir suivis. Nous avons parlé de la vision de notre pays, aussi de l'avenir, de sa vision personnelle. On a parlé d'organisation, des problèmes organisationnels profonds. Et enfin, on a parlé de vision plutôt politique pour plutôt mettre le cadre de toutes ces visions personnelles additionnées. Alors merci de nous avoir suivis. Merci à vous chez vous. Bientôt, nous allons nous retrouver pour un second volet, Moissy à Congo. Ça sera un plateau 100% féminin. J'espère vous y voir. Et merci enfin aux sponsors, Komodo, La Boîte, Bianca et enfin La Quinoise. Merci. Merci beaucoup.